ce soir, si je ne suis pas coupé par la coupure internet, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on finit la domotique, je vous parle un peu de comment j'ai amélioré le bot Twitch pour pouvoir envoyer des commandes un peu plus intelligentes, et après, eh bien, on va fabriquer un petit frère pour le bot Twitch, parce qu'on va faire un bot Twitter, et ce sera un bot Twitter qui existe déjà, hein, il s'appelle le T-Neobot, vous pouvez aller le suivre si vous voulez, et l'idée, c'est de reprendre exactement le même concept, ça va, ça me dit toujours, ouais, de reprendre le même concept que notre bot Twitch, sauf que le bot Twitch c'est pour ici en direct, en live, hein, et d'avoir en gros le bot Twitter qui serait capable de continuer à interagir avec des machines, ou pouvoir répondre à des commandes, ou pouvoir faire des trucs, enfin tous les trucs que fait un bot, hein, on lui envoie des messages, il réagit à des commandes et il peut être en mesure de répondre. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui principalement, c'est déjà, on va voir comment est-ce qu'on récupère les messages, comment est-ce qu'on envoie des messages, comment est-ce qu'on récupère des tweets, on analyse des tweets, et on répond à des tweets, enfin vous allez voir, on va un peu voir tout ça, mais surtout, ce que je voudrais faire, c'est qu'en gros, on puisse faire un genre de proof of concept, de pouvoir piloter avec le bot Twitter les étagères Calex, comme vous le faites actuellement dans le chat, mais forcément, vu que sur Twitter, on n'est pas en live, donc il faut un moyen de vous montrer que quand vous envoyez la commande, la lumière change bien de couleur, et pour ça, on va utiliser quoi? Une USP Cam. Une USP Cam, on en avait déjà parlé dans un précédent live, et on reviendra un peu sur le fonctionnement de cette USP Cam là. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra Wi-Fi qui coûte 4-5 €. Et l'idée, eh bien, ce serait de connecter cette USP Cam à mon serveur Node-RED, qui sera donc connecté à mon bot Twitter, et de pouvoir, par exemple, lui envoyer une commande .!LED ou une commande #LED. Ça change la lumière, le USP Cam prend une photo et renvoie la photo sur Twitter pour que vous puissiez voir la réaction du bot en direct. Eh bien, ça, c'est ce qu'on va faire. Mais donc moi ce que je voulais faire c'était du coup aller chez mon nouveau bot Twitter, T-Neobot, voilà, et regardez, on va un peu voir déjà ce qu'il a déjà été capable de faire, on va voir comment je l'ai fait et comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça. Transition. Donc là vous aviez peut-être vu hein, pour certains, mais en gros j'ai maintenant mon Neobot, hein, donc qui est un bot eh bien, Twitter, hein, regardez, vous voyez c'est comme mon image, sauf qu'en fait c'est un robot, hein, bien entendu. Je suis assez content de cette photo en vrai. Et en gros, il a eu l'autorisation de pouvoir parler, parce qu'en fait, par défaut, quand vous créez un bot Twitter, eh bien, il va juste pouvoir récupérer des tweets. Mais pour pouvoir poster des tweets, il faut le faire valider, il faut dire pourquoi est-ce que vous voulez l'utiliser, comment est-ce que vous comptez l'utiliser, pour être sûr que vous ne commenciez pas à spammer Twitter et faire n'importe quoi. Et donc quand on a de la chance, on est accepté assez rapidement. Là j'ai dû remplir quand même quelques pages d'explications en disant voilà c'est pour ma chaîne, c'est pour pouvoir interagir avec les viewers, interagir avec les gens, et donc ça s'est bien passé. Et ici en fait vous voyez que c'est un tweet qui a été fait par le bot, c'est-à-dire que là en gros j'ai envoyé ce tweet depuis mon bot qui a été programmé sur Node-RED. Et puis il a fallu que je réussisse un peu à comprendre comment utiliser ce bot, et après ce que je voulais faire en fait c'était tweeter, c'est super simple, vous allez voir que ça se fait vraiment en 2 clics, on peut envoyer un tweet depuis notre bot, et ensuite il m'a fallu un peu de temps pour comprendre comment répondre à un tweet. Donc en gros quand le bot est mentionné, pouvoir récupérer l'ID spécifique de ce tweet là, dire à l'API je veux répondre à ce tweet en particulier, et vous voyez qu'ici ça marchait pendant tout un moment en fait le bot, si vous lui disiez simplement bonjour, et bien il te répondait salut. Voilà. Rien d'extraordinaire, mais vous voyez que ça marche avec plusieurs comptes. Si je fais avec mon compte T-Neodim, paf, je dis bonjour T-Neobot et salut T-Neodim. Si je le fais avec Iodim, eh bien, pareil, T-Neobot, salut Iodim. Voilà, donc ça c'est plutôt simple. Et le grand truc qui m'intéresse vraiment le plus, c'est ceci. C'est ceci. Et en gros, là, comme vous voyez, ceci est une image réalisée par une ESP32 Cam, en qualité médiocre, et ça c'est parce que l'idée c'est de pouvoir l'améliorer ici aujourd'hui. Sauf qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, le bot, seul, a pu accéder à cette caméra, qui est une ESP32 Cam, je rappelle une caméra IP qui coûte 4-5 € qu'on peut programmer nous-mêmes. Donc le bot, il a dit à la caméra, prends une photo, la caméra lui a renvoyé la photo, il a récupéré cette photo-là, il a fait un tweet avec la photo. Et ça, c'est une excellente chose. Ça veut donc dire qu'avec mon bot que j'ai fait gratuitement sur une de mes machines, c'est assez facile à faire tourner sur Node-RED, une caméra à 5 balles, eh bien je pourrais avoir ma caméra qui est devant un slot ou devant un appareil. Dès que vous faites une commande pour le piloter, il est capable de piloter la machine, prendre une photo, vous envoyer le résultat.
Et donc ça reproduit un peu l'effet que vous avez actuellement. Quand on est ici sur Twitch en live, dès que vous changez les lumières, forcément vous voyez qu'il y a un changement. Quand vous contrôlez une des futures machines qu'on va fabriquer, le coin pusher, la machine à grappin, le système de tir avec un pistolet à eau, tous ces trucs-là, quand c'est en live, c'est facile de voir le résultat. Sauf que sur Twitter, eh bien, vous pourrez faire ça à tout moment, sauf si je coupe le système. Mais donc en fait, cette image immonde est, je suis assez content en fait que ça ait fonctionné avec relativement peu de debug à faire. Et donc, eh bien, on va voir un peu comment tout cela a été mis en place, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, et comment vous pourriez également comment est-ce que vous pourriez reproduire ça chez vous, si ça vous intéresse, parce que j'imagine que ça peut être une application assez intéressante pour n'importe qui. Et sinon, oui, Capri DIY, il faut aussi avoir confiance en Twitter, et ça, j'ai quelques petites remarques à faire justement sur l'API de Twitter, qui est bien, c'est gratuit, on va pas se plaindre, mais si on compare un bot Twitter avec un bot Twitch, je préfère quand même le fonctionnement du bot Twitch. C'est beaucoup mieux sur pas mal de points. Et sinon, GeorgesSan42 nous demande s'il y aurait la possibilité de traiter l'image de la cam avec genre OpenCV. Et la réponse est oui, à 100%. Et en fait, j'ai déjà joué avec ça pour mon travail à l'Université de Liège. Et j'ai fait un proof of concept, j'ai pas encore beaucoup avancé là-dessus, mais de système avec une ESP cam comme ça. Tout est piloté sur Node-RED. Où en gros, pour mesurer la jauge de pression d'un manomètre, plutôt que de mettre un manomètre électronique ou quoi que ce soit, en gros, j'ai mis une petite caméra devant un manomètre, et en gros, la ESP cam, périodiquement, elle prend des photos, elle envoie ça à mon Node-RED récupère l'image, envoie ça à OpenCV, j'ai un script OpenCV qui détecte la position de l'aiguille, et une fois que l'aiguille a un certain seuil, elle m'envoie une notification. Donc tu peux totalement récupérer ton image sur OpenCV, et en fait, si tu fais point d'exclamation RS, il devrait y avoir mon GitHub qui devrait apparaître. Je vais vérifier, mais il me semble en gros que pour... Est-ce que c'est sur ce... C'est peut-être pas sur celui-là. Attendez, je vais vous retrouver. Vous voyez, caméra IP, un truc. À mon avis, elle est sur le GitHub de mon labo. Je vais vous retrouver le lien de ce pas. Je vais vous retrouver le lien tout de suite. Et en fait, j'ai fait un petit script démo qui est capable de vous montrer sur OpenCV comment récupérer l'image. Donc j'imagine que ça pourrait t'intéresser, GeorgesSan42, parce que c'est exactement ce que tu demandes en fait. Donc attendez, code Node-RED ESP, c'est ça. Ah ouais, c'est bien ça, c'est sur BotaBotLab, ESP32, cam MQTT. Et en fait, si tu vas là-dessus, eh bien, il y a un exemple pour OpenCV. Il te faudra juste pas MQTT, OpenCV et NumPy, et tu pourras ainsi récupérer la frame de ton ESP-CAM sur OpenCV, comme tu la récupérerais avec une caméra USB. Et donc après, tu fais toute l'analyse d'image que tu veux sur ton image. Là, tu as 100% de contrôle là-dessus. Regardez, si je vais sur un de mes conteneurs pour Node-RED, regardez ce qu'on a là. Est-ce que vous reconnaissez cette photo ? Est-ce que vous reconnaissez cette photo ? Ça, eh bien, c'est ça. Donc, on a bien la preuve que tout vient de notre Node-RED. Et ici, comme vous le voyez, en fait, qui prouve bien que le bot a fait le boulot tout seul. Alors, sinon, j'ai un peu rentré dans les détails pour les gens qui ne voient vraiment pas comment fonctionne Node-RED, bien entendu. Mais en fait, vous voyez qu'ici, la node qui se trouve ici, oui, vous la voyez bien. En fait, celle-ci, elle a un petit bouton. Donc, je peux cliquer dessus et faire une réaction et produire quelque chose. Sauf qu'en fait, ici, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun petit bouton magique. Donc, c'est bien la preuve que tout s'est fait de façon autonome et automatique, en fait. Et donc, ce que je voulais vous expliquer, en fait, c'est que, une fois de plus, Node-RED ne gère pas Twitter par défaut. Et donc, la première chose à faire, si on veut avoir un tout nouveau bot, eh bien, c'est de partir sur un flow qui est complètement nouveau. Donc, imaginons que vous venez d'installer Node-RED sur votre Raspberry Pi, sur votre serveur, sur votre... vous avez déployé un Docker, ou enfin, vous avez tout un tas de façons d'installer Node-RED sur votre machine. Si jamais vous voulez un peu regarder comment installer Node-RED, vous allez sur nodred.org, tac, et là, vous avez des explications, du coup, sur comment l'installer. En fait, c'est assez simple, hein. Vous devez installer simplement Node.js, et puis avec NPM, vous pouvez installer Node-RED très rapidement. Donc c'est super simple à faire. Et même si vous utilisez un Raspberry Pi, il va y avoir un script qui est capable d'automatiser l'installation de Node-RED sur un Raspberry Pi. Vous avez juste à lancer le script et abracadabra, tout se fait tout seul. Donc ça, c'est vraiment super simple. Et donc imaginons que vous venez d'installer votre Node-RED et que vous voulez jouer avec Twitter. Eh bien, ce qu'on va commencer par faire, c'est forcément... regardez, en haut à droite, paf, Manage Palette, Install. Dans Install, on fait -Twitter. Il y a 2 T à Twitter, hein, par contre. Hop, on clique sur Installer Twitter et en fait, ça va créer du coup des nodes ici. Twitter, tac et tac. Et voilà ce que vous avez raté parce que je n'avais pas changé la scène. Et donc, comme je disais, vous allez devoir créer un compte Twitter qui sera votre bot. Par exemple, là, moi j'ai
tneobot, vous voyez, ça c'est le compte pour mon bot, et j'ai tneodim qui est mon compte Twitter principal, vous voyez, ici qui est lui, c'est tneodim, c'est mon principal. Vous allez devoir l'activer comme compte développeur, c'est assez facile, vous regardez sur Google, vous trouverez assez facilement comment faire une demande pour autoriser votre bot à utiliser l'API Twitter. Il faut juste du coup expliquer en gros à Twitter ce que vous voulez faire avec votre bot. Est-ce qu'il va juste écouter des tweets ou qu'il va en écrire, combien de fois il va le faire par jour éventuellement, quel genre de choses vous allez faire avec les données récupérées. Et donc en gros pour expliquer que vos intentions ne sont pas de spammer, de faire n'importe quoi, mais juste vous expliquer à Twitter, bah voilà, je veux faire un truc legit, normal, propre avec votre API. Est-ce que s'il vous plaît, laissez-moi l'utiliser. Moi ça a pris une trentaine de minutes pour me faire autoriser, et je ne sais pas en gros si c'est le cas pour tout le monde, mais voilà. Sachez qu'il faut créer votre compte développeur. Et une fois que vous créez votre compte développeur, en fait, vous allez recevoir 4 clés. Donc, qui sont des clés... Et en fait, dans votre... vous voyez, dans le panneau développeur.twitter.com/en/apps, donc vous avez même Node-RED, vous redirige directement vers là-bas, vous pourrez trouver 4 clés qui sont la clé API secrète, l'Access Token et l'Access Token Secret. Donc ça, vous le trouverez facilement de votre côté. Et vous juste allez copier-coller. Et une fois que vous avez copié-collé toutes ces informations-là, eh bien vous allez pouvoir déployer votre flow et on va voir en gros si notre bot, donc là par exemple c'est le bot pour tneobot, je vais déployer ici en haut à droite et il a en gros, oui c'est normal, il est en train de râler, mais en gros, si on revient sur celui de tout à l'heure, si vous avez une petite pastille verte ici avec le nom du bot connecté, eh bien c'est que vous avez correctement pu vous connecter à l'API de Twitter. Donc ça c'est bon signe. Ça c'est juste dire que, pas forcément que votre compte a été activé, parce qu'en gros le compte développeur par défaut, vous pouvez lire des tweets, mais vous ne pouvez pas poster des tweets. Donc si votre compte n'est pas encore activé, vous aurez la possibilité d'utiliser la node qui est ici à gauche, mais peut-être pas encore la node qui est ici à droite, parce que ça c'est pour poster. Mais en tout cas, si vous avez correctement copié-collé les bonnes clés aux bons endroits, eh bien, vous devriez avoir une petite pastille verte qui vous dit que votre bot Twitter est correctement connecté. Là, en gros, il va râler. Lui, pourquoi est-ce qu'il râle? Eh bien, en fait, il faut aussi le setup. Il faut lui dire, forcément, notre bot Twitter, par défaut, il va écouter absolument tout ce qui se passe. Et c'est un peu trop grand. Il y a trop de tweets, trop d'informations qui se donnent à un temps donné. Et donc, en fait, dans le paramètre, donc je vais simplement double-cliquer sur mon bot. Et ici, il va nous dire... On va lui dire en fait les informations qui vont déclencher notre bot, qui vont nous dire, voilà, c'est à ce moment-là que je veux avoir une réaction. Et ça peut être tout un tas de choses. Vous pouvez juste dire, eh bien, ça peut être, voilà, par exemple, le mot. C'est-à-dire que si par exemple on dit bot, voilà, vous pouvez dire, dès que le mot bot apparaît sur Twitter, n'importe où, si une personne écrit bot, eh bien, ça va le déclencher. Si je déploie le flow, maintenant, vous voyez que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce qu'il va nous dire, c'est qu'il nous montre l'information qu'il attend. Donc, par exemple, si j'avais dit bot et que je lui ai dit déclenche-toi aussi au mot Twitter, tac, eh bien, ouais, alors là, rate limited, ça c'est un des problèmes dont je vous parle et qui m'énerve avec ce bot Twitter. Donc, ça, c'est le petit souci dont on parlera plus tard. Ok, là maintenant, mon bot qui redevient vert. Le problème là du rate limit exceeded, c'est normal, on va en parler tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a 2 mots qui apparaissent en dessous et c'est les 2 mots qu'il écoute. Donc, théoriquement, et ça c'est un gros truc à spammer complètement mon système, mais si je mets une note debug, à mon avis, on va avoir tout un tas de messages. Voilà, regardez ça. Alors là, ça va super vite, mais en fait, ce qui se passe là, eh bien, c'est qu'à chaque fois qu'un tweet est fait avec le mot bot ou avec le mot Twitter, paf, mon bot, il récupère l'information. Et je vais du coup tout de suite arrêter ça parce que je suis en train de complètement saturer de mon truc, mais vous voyez la quantité d'informations que peut récupérer mon bot en un moment donné. Donc c'est vraiment énorme. Et vous voyez que à tout moment, hop, j'arrête mon debug, je redéploie mon flow, paf, et vous voyez que là on a une liste infinie de tweets qui ont été faits en prenant juste les 2 mots qu'on a mis tout à l'heure. Et là, théoriquement, une fois qu'on a le message, eh ben, on peut faire tout un tas de trucs avec ces messages-là, les analyser comme des commandes, les récupérer. On avait un moment où les Hackerspace fait un plotter qui était capable de réécrire sur du papier les tweets. Donc vraiment, il y a moyen de faire tout un tas de choses. Donc voilà, ça, c'est la fonction basique. Alors ici, pour rendre notre bot un petit peu spécifique, on va pas lui mettre des mots aussi génériques que bot et Twitter. Là, ce qu'on pourrait par exemple dire, c'est chaque fois, parce que vous voyez qu'ici, c'est comma separated words, ou alors at et puis un nom de compte, ou alors un hashtag spécifique. Et donc je pourrais par exemple dire voilà, moi je vais plutôt que d'écouter l'infinité de tweets qui sont envoyés non-stop sur Twitter, ce que je vais plutôt faire, c'est lui dire, eh bien si on envoie un message à tneobot, qui est le nom de mon bot,
Et bien du coup là, je vais être intéressé par, tous les messages dans lesquels TNeobot est mentionné. Je pourrais aussi par exemple dire, si jamais vous utilisez le hashtag Neobot, voilà, ça peut aussi me trigger. Ou alors dire, si vous faites hashtag IODIM, voilà, et ça peut aussi le déclencher. Donc là, en fait, vous voyez qu'on peut récupérer toutes les informations qu'on veut, comme on veut. Que ce soit des mots, des hashtags, des hats, tout ce que vous voulez. Ultra, ultra simple. Et après, on va tester ça en fait. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, lui, je vais le déconnecter ici, voilà. Tic tac tac tac, tic tac tac, réponse. Par exemple, lui en fait, il me semble que si vous lui dites bonjour, c'est ça. Là en gros, on va un peu parcourir ce flow-ci. Donc là, vous voyez que je l'ai set up pour qu'il récupère les mentions TNeobot, simplement ça. Parce que vous avez vu que si jamais on mettait un mot trop générique, on reçoit des milliers de tweets à la seconde. Donc c'est un peu beaucoup là, c'est juste à chaque fois qu'on mentionne TNeobot, on va recevoir l'information du tweet. Ici, la première chose que je vais faire, c'est dissocier les tweets des DM. Parce qu'on peut en fait à la fois parler en tweet, donc répondre à des tweets, envoyer des tweets, lire des tweets, mais on peut également programmer notre bot pour répondre et parler en DM. Et donc ça, moi ce que je vais faire, c'est un moyen qui me permet du coup de trier les DM des tweets. Ici, la seule différence qu'on va avoir entre tweet et DM, c'est que ici, on va préciser, voilà, je veux que ce soit les tweets publics, soit les tweets des personnes que je suis, soit les tweets d'users spécifiques, ou alors les DM. Donc ça, c'est dans le setup, on peut dire ce qu'on veut écouter. Et puis ici, moi je vais simplement trier les deux. Donc je dis, si c'est un tweet, tu lui donnes comme topic, comme sujet tweet. Si c'est un DM, tu lui donnes comme sujet DM. Et ensuite ici, je vais maintenant extraire les informations qui m'intéressent. Et en fait, ce que je vais faire avant, c'est vous montrer du coup à quoi ressemble en fait un tweet quand on en reçoit un. Regardez, ce qu'on va faire, c'est tester en fait tout ça. C'est plus simple. Regardez, je vais lui envoyer un tweet et je vais pas le trigger avec les bons messages. Donc là, je vais juste le mentionner et dire ceci est un test. Je vais tweeter ça et on va du coup retrouver dans notre Node-RED et normalement, incessamment sous peu, c'est normal qu'il y ait un petit peu de latence. Paf, ceci est un test. Donc là, on a bien récupéré le tweet que je viens d'envoyer et c'est simplement tous les messages qui auront la mention TNeobot qui seront affichés ici. Et un truc qui est un peu dommage, c'est que je ne vous ai pas montré en fait le message complet parce que le message en fait est beaucoup plus complet. Vous allez voir qu'il y a un paquet d'informations que nous rend Twitter. Donc je vais lui renvoyer un tweet. Paf, donc TNeobot, hop, ceci est un autre test. On va tweeter. Paf, je retourne côté Node-RED. Et en fait, ici, on va avoir un message de l'information un peu plus complète. Parce qu'ici, on a juste le contenu du tweet. Mais je peux demander à Node-RED, donne-moi toutes les informations que tu as. Donne-moi tout ce que tu peux avoir comme information du tweet, tu me les montres. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Je vais vous le montrer un peu plus grand. Paf, paf. Et là, on va avoir quoi? On va savoir que le tweet a été envoyé par TNeoDim. Ça, c'est mon compte principal. Vous voyez, on a le contenu du message. Donc en fait, ça, c'est par défaut ce qu'on a ici. Vous voyez que par défaut, par défaut, Node-RED nous affiche le message topic et le message payload. Le message topic, il apparaît ici en petit, ce que je montre ici, et le message payload, c'est ça. Et on peut les revoir ici également. Mais sauf qu'en fait, si on demande le message objet complet, on peut voir que le tweet a été fait en français. Ensuite, on peut dire à quelle date il a été fait avec clairement l'ID du tweet. Ça, par exemple, c'est ultra utile. Ça permet justement de répondre à un tweet. Donc ça, l'ID, vous verrez qu'on l'utilisera tout à l'heure. On a encore une fois de plus le message qu'on nous a donné. On voit bien que ça a été venu de mobile Twitter. On a tout un tas d'informations sur l'utilisateur. Voilà. Enfin, vous voyez que par un paquet de trucs nous sont donnés comme information. Et donc, en fait, si vous voulez vraiment extraire, par exemple, dire « Ah bah voilà, je ne veux répondre parce que voilà, moi je ne réponds qu'aux Belges et qu'aux Liégeois, par exemple. » Je pourrais très bien dire « le robot, il ne réagit que si le tweet était envoyé depuis Liège. » Et là, je peux dire « Voilà, j'ai envoyé moi le tweet depuis Liège, donc... » le robot est capable de répondre à ça, et je pourrais ignorer toutes les autres localisations. Mais donc ici, nous, ce qui nous intéressera principalement pour notre bot, c'est finalement le payload, le contenu du message. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est l'ID, donc c'est l'identifiant unique de notre tweet. Et on va aussi avoir besoin de, effectivement, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Oui, le nom de la personne qui nous a mentionné. Comme ça, on peut lui répondre directement. Ah, salut, on va dire hello TNeobot, et lui il va récupérer le nom pour dire salut TNeoDim.
Donc il nous faut ces trois grandes informations finalement. Et c'est finalement ce que va faire la fonction ici. La fonction ici, c'est pas encore dingue. Ce qu'elle va juste faire, c'est qu'elle va mettre en lowercase notre message. Comme ça, s'il y a des majuscules ou autres, elles ne seront pas prises en compte. Et après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper notre message en plusieurs morceaux en fonction des espaces. C'est en fait un peu ce que fait notre bot Twitch. Vous voyez que le bot Twitch, bah là, par exemple, tu vois ce que Farfadet46 fait, c'est que là, le bot Twitch ne sera pas capable de comprendre sa commande, parce que moi, je lui ai dit justement que je voulais split les commandes avec des espaces. Et donc là, ce qu'il a fait, bah, c'est que lui, il a mis par exemple des virgules. Ça tombe vraiment super bien, hein, ton message, Farfadet. C'est qu'en gros, ici, il a mis des virgules. Et donc, si je voulais par exemple couper et extraire chaque valeur du message, eh bien, imaginons que je veuille que la commande soit en virgule. Dans mon code, j'aurais juste à remplacer l'espace par, paf, une virgule. Donc, ça veut juste dire, en fait, ben voilà, tu reprends le message qui est une seule string de données et tu le coupes en petits bouts qui seront normalement les commandes distinctes envoyées à mon bot. Mais ici, on va rester sur des espaces. Et bien ensuite, une fois qu'on a split ça, eh bien on va pouvoir analyser le message et formater, créer une réponse. Et là, bah, par exemple, vu que j'ai split mon message en plusieurs petits bouts, là, ce que je vais dire, c'est que c'est une fonction ultra basique, ultra simple, hein, qui va faire notre bot ici. Mais c'est simplement si le message qu'on va envoyer à notre bot commence par bonjour, ou qu'il commence ensuite par que le deuxième mot c'est bonjour, comme ça, en fait, ça permettrait d'avoir soit la possibilité de dire bonjour Teneobot ou @Teneobot bonjour. Voilà, c'est pour le rendre un peu plus résilient, si on veut. Après, je pourrais aussi dire, si le message contient bonjour n'importe où, tu réponds. Le problème, c'est qu'il y a le risque que du coup, dans un message qui n'a strictement rien à voir avec le fait de faire coucou au bot, il va quand même choper le mot bonjour calé quelque part et y répondre. Je sais pas, vous dites, ce serait bizarre, me dire ah bah aujourd'hui je suis allé dans un bus et le conducteur ne m'a pas dit bonjour. Et bah t'as le bot qui va dire ah il a dit bonjour dans son tweet et il va répondre salut. Donc ça peut être un petit peu bizarre. Mais donc ça voilà, là je dis juste si le message commence par bonjour, que le deuxième mot c'est bonjour, alors tu fais quelque chose. Et ici en plus, vous voyez qu'il fait deux choses en fait. Si jamais on lui parle en DM, il va répondre en DM. Si on le parle dans un tweet, il va répondre en tweetant. Donc ça, c'est le fameux message topic qu'on avait formaté au tout début. Vous voyez, c'est ce qu'on formatait ici, là, ou là. On disait si ça vient d'un DM, le message topic c'est DM. Si ça vient d'un tweet, le message topic c'est tweet. Et donc ici, ce qu'il va faire, c'est il va bien vérifier. Si jamais on me parle en DM, je réponds en DM. Si on me parle en tweet, je réponds en tweet. On va voir comment on doit formater pour que le message soit interprété comme une réponse en DM et pas un tweet, mais en fait c'est ultra simple. Mais dans les deux cas, il va formater deux réponses différentes, cela que ce soit un tweet ou un DM. Et ici, vous voyez que la façon dont le message est formaté, je vais le mettre un petit peu plus grand ici, est un petit peu différente parce qu'il faut extraire des informations. Moi, ce que je veux par exemple, c'est extraire le nom de la personne qui m'a envoyé un message pour pouvoir lui répondre. Hein. On dit salut Teneobot, et bien il va répondre salut Teneod, mais pas répondre à quelqu'un d'autre. Et il va aussi, du coup, lui donner une réponse. Voilà, la réponse, c'est quoi? Ce sera « Salut ». C'est aussi simple que ça. Et puis c'est tout, en fait. Donc là, tout ça, en fait, pour faire quoi? Eh bien, juste, si vous dites bonjour au bot en le mentionnant, il vous répond « Salut ». Et on va essayer ça de suite. Tac, je suis sur Teneobot, voilà. Et je vais lui dire, du coup, bonjour. Et ici, que je mette une majuscule ou pas sur le B, on s'en fout. Il n'y a pas de souci, parce que, eh bien, en fait... comme je l'ai dit, hein, je fais tout en lowercase, donc ça, il n'y aura pas de souci. Et soit je mets bonjour @Teneobot, soit je fais @Teneobot bonjour. C'est la même chose. C'est pas ça. Voilà. Je vais tweeter ça. Alors, pas de faute d'orthographe parce que là, il ne sera pas le corriger. Paf, bonjour. Et on va voir ce qui se passe. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Paf, regardez. Hop, c'est instantané. Alors forcément les images se ressemblent plus, mais vous voyez qu'ici Neodim a envoyé Teneobot bonjour et instantanément Neobot a répondu salut @Teneodim. Voilà. Donc ça c'est la fonction, c'est un peu le hello world de notre bot, hein, c'est simplement est-ce qu'il est capable de répondre quand on lui dit bonjour et vous pouvez essayer de votre côté, hein, du coup vous faites @Teneobot bonjour et il vous répondra directement salut. Et si on voit notre debug côté Node-RED, est-ce que j'ai mis suffisamment de debug pour qu'on voit un peu tout ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait ça? Je ne pense pas que j'ai fait ça. Si. Ah, regardez, je pense que Edric nous a envoyé un message ici ou pas, ou c'est un vieux. Attendez, est-ce que j'ai cru voir ça? Non, est-ce que je dis n'importe quoi? Qu'est-ce que je dis? Oui, voilà, regarde là, par exemple, là, c'est un message qui a été envoyé par Edric, qui dit Teneobot, t'as pas dit bonjour. Et bien là, normalement, le bot ne lui a pas répondu. Voilà. Voilà.
Exactement. Bah là, c'est un très bon exemple. Merci Edric d'avoir testé ça. Si maintenant, eh bien, on lui envoie... Ça, c'est le message qu'il a répondu. Mais en gros, par exemple, si maintenant, ici... voilà, salut ma poule, eh bien, il répond pas non plus. Il est très impoli, hein, ce bot, hein, quand même. Hein. Il est vraiment très, très fermé. Hein. Il faut juste lui dire bonjour. Et c'est le premier ou le deuxième mot. Et sinon, il vous ignore complètement. Vraiment pas très sympa. Hein. Mais bon, c'est un bot, il a sa volonté propre. Hein, donc, il a décidé d'être impoli. Que voulez-vous que j'y fasse, moi? Maintenant, vous voyez que à chaque fois que vous testez ça, dès que vous tweetez, ça marche. Si vous lui envoyez un DM, pareil, en DM, vous lui dites bonjour. Là, pas besoin de le mentionner, bien entendu. Dès que vous lui envoyez un DM, c'est comme si vous le mentionnez. Et vous pouvez du coup lui dire bonjour et il vous répondra salut. Bon, c'est pas dingue, mais il est capable de le faire. Et vous voyez que ça se fait aller assez rapidement. Parce que tout ce qui est ici, en fait, je pourrais théoriquement le mettre en une seule fonction. C'est juste pour le diluer le plus possible et que ça soit un petit peu clair. Et donc, on pourrait vraiment imaginer qu'en faisant... on prend notre fonction Twitter, tac, drag, drop, je prends une fonction, je connecte la fonction, je prends mon Twitter out, je mets mon Twitter out, je fais comme ça, je setup mon bot, je dis qu'il répond à quelque chose, je formate et modifie mon message, clac, je déploie mon flow, abracadabra, j'ai fait en 5 minutes un bot Twitch. Alors c'est vraiment aussi simple que ça. Et après, vu que c'est sur un Docker, si je change de machine, si je veux avoir des versions redondantes par-ci par-là, ça se déploie super facilement. Bon, maintenant qu'on a la fonction de base, donc on va regarder, hein, vous voyez que si par exemple je rafraîchis la page ici, on devrait voir à peu près tous les tweets et réponses, et à chaque fois, c'est en réponse à truc, salut, Ténéobot, bonjour de Edrig, salut Edrig. Bon là, je crois que vous avez compris comment ça fonctionne. Alors attention que la boucle infinie de bot, et du coup, ça c'est une bonne remarque, mais ça va m'amener à des problèmes, mais c'est quand même finalement ce qui est logique. Alors voilà, maintenant, je voulais expliquer du coup l'histoire de la boucle infinie de bot. En fait, évidemment, Twitter, pour éviter qu'on fasse n'importe quoi et qu'on fasse un bot qui commence à spammer tout le monde, comme par exemple l'idée de faire un bot qui va juste emmerder tout le monde en disant « Ah, t'as pas dit bonjour » dès qu'ils ne disent pas bonjour dans un... mais donc, il va y avoir un truc qui risque de poser problème, et on risque de le voir maintenant si vous commencez à trop le mentionner, c'est que forcément, pour éviter qu'on spamme tout le monde, eh bien, Twitter va limiter le nombre de fois que notre bot peut parler, en fait, et envoyer des tweets. Ce qui est relativement évident, hein. Sinon je pourrais faire un bot avec une boucle infinie et qui va juste tweeter à l'infini. Donc évidemment il y a une protection contre le spam. Et en fait la limite ici sur Twitter va être de 300 tweets ou DM, 300 interactions toutes les 3 heures. Donc à peu près 100 tweets par heure. Donc si par exemple il y a 100 personnes qui vont commencer à dire eh bien hey, salut Ténéobot, eh bien s'il y a plus de 100 personnes qui le font, après 100, Twitter va me dire stop, tu as assez parlé pour le moment, donc attends un peu, calme-toi, et on reprend après. Donc ça ne va pas, ça c'est quand même une bonne chose, c'est que ça ne va pas supprimer le compte de mon bot, ça ne va pas le bloquer. Si maintenant on abuse vraiment, il me semble qu'il y a moyen de se faire bloquer son compte pendant 24 heures, 48 heures, voire plus. Mais donc si on utilise correctement, calmement l'API de Twitch, il n'y a pas de souci. Donc c'est évident qu'il y a une limite, donc il faut vraiment faire gaffe. Et il y a une autre limite qui est un peu plus embêtante, c'est aussi le nombre de limites, je ne sais pas comment l'exprimer précisément, mais quand on veut se connecter à l'API, on va interroger des serveurs de Twitter en disant bah voilà, je veux me connecter et je veux récupérer telle info. Et on va en gros envoyer une requête au serveur de Twitter. C'est finalement ce qu'on fait quand on déploie notre bot et qu'on dit je veux écouter à @Ténéobot, je veux écouter au hashtag, je veux écouter à tel mot, et ben on va faire une requête à notre serveur à l'API de Twitter. Et en fait, Twitter va aussi limiter ces requêtes-là pour qu'on évite de commencer à spammer plein de demandes et de commencer à faire n'importe quoi avec le bot. En pratique, le souci qu'on va avoir en fait avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'on touche au node et qu'on redéploie notre flow Node-RED, ça va reset et ça va refaire une requête à notre API de Twitch. Et c'est en fait le problème que j'avais eu tout à l'heure, où en gros ça me mettait limit rate exceeded ou quelque chose comme ça, ou c'est simplement en fait un problème que vous pourriez avoir si vous le faites sur Node-RED ou même avec votre application, c'est qu'à chaque fois que vous redémarrez, que vous redéployez votre application, il va refaire une requête à l'API de Twitter. Et si jamais vous en faites trop dans un certain laps de temps, pareil, c'est comme quand vous tweetez trop, Twitter va vous bloquer pendant un petit moment. Et donc ça, c'est juste, en temps normal, quand votre bot fonctionne correctement, ça pose pas de problème. Là, par exemple, vous avez vu que c'est pas simplement, il n'y a pas une limite à réceptionner 100 tweets toutes les heures. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez vu tout à l'heure que quand on avait juste dit bot et Twitter, on récupérait des centaines et des centaines de messages par seconde. Ce qui est compté, c'est le nombre de fois qu'on va modifier en fait les informations qu'on nous dit. Donc si par exemple j'update et je dis je veux plus écouter bot, je veux plus écouter Twitter, mais je veux écouter @Ténéobot, ça va nous coûter
une requête sur le serveur. Et donc quand on prototype, quand on teste notre bot, bah, moi des fois je suis amené à très souvent déployer mon flow. À chaque fois ça me coûte 3 requêtes par redéploiement. Et donc bah, ça peut être un peu embêtant parce que des fois vous vous retrouvez à bosser pendant 30 minutes, 1 heure sur votre bot. Et puis là vous vous retrouvez bloqué, vous pouvez plus avancer, vous pouvez plus tester et débugger votre système parce que je vous ai redéployé trop souvent votre bot. Et là la solution pour parer à ça, bah, c'est simplement vous attendez que le blocage s'arrête et ça va revenir assez facilement. Donc c'est pas très compliqué de régler ce souci-là, mais il y a quand même le problème de, bah voilà, c'est un peu embêtant quand on débug. Nous allons donner la vision à notre bot. Comment est-ce qu'on va donner la vision à notre bot? Il y a tout un tas de façons de donner la vision à notre bot. Moi, ce que je veux faire, c'est le moyen le plus cheap possible, le plus facile à faire possible. Non, c'est pas le plus facile à faire. C'est le plus cheap et le plus... comment dire? Le plus portable, on va dire. C'est que moi, je veux un système où je veux avoir plusieurs caméras, que je peux mettre n'importe où, sur n'importe quel réseau, et que ça fonctionne. Je veux, tu vois, un truc comme ça, que ça marche, quoi qu'il arrive. Comme ça, je peux en mettre dans mon étagère, je peux en mettre dans les toilettes, je peux en mettre partout, je peux en cacher dans l'appartement, vraiment faire ce que je veux, avoir la caméra quand je veux, et que le bot soit capable d'y accéder facilement, rapidement, de façon fiable, et pouvoir récupérer la photo. Ça, c'est mon objectif. Et c'est pour ça que j'ai porté mon choix sur l'ESP32Cam. Alors, l'ESP32Cam, on l'avait déjà vu dans un précédent live. Regardez, je vous envoie. Regardez, c'est incroyable. De toute façon, vous le voyez là en live. Hop, copier. Je vous envoie ça en live. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. En vrai, il y a des trucs cool sur ma chaîne YouTube. Des vidéos inédites, mais également les replays des lives. Et dans un précédent live, on avait du coup vu comment faire une caméra IP à 5 € avec une ESP32Cam. Ok, ouais, il y a plein d'informations. Vous pourrez reproduire le projet chez vous. Et vous pourrez le reproduire pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a également le code qui est disponible sur mon GitHub. Vous voyez? Et là, ce qu'on avait fait en fait, c'était eh bien ce qu'on voit ici, c'est-à-dire des petites ESP cam qui contiennent en fait un ESP32 et un petit connecteur micro USB pour l'alimenter. Et on avait vu, et on va reflasher rapidement les caméras, pour pouvoir en gros les piloter en MQTT. Alors, c'est pas le moyen le plus malin pour récupérer des photos, parce qu'en vrai, normalement, le MQTT, c'est quand même fait pour des petits messages assez simples, mais en vrai, quand on bricole, quand on chipote un petit peu, eh bien, on arrive à envoyer des photos en MQTT. Et il y a moyen de l'optimiser, de faire trouver d'autres moyens de faire que ça, mais là, je trouvais que c'était assez marrant. C'était un beau proof of concept d'envoyer des photos en MQTT, et ça fonctionne. Donc, si ça marche, qui va me juger? Si ça fonctionne, ça fonctionne. Et vous savez très bien que je ne suis pas connu pour travailler forcément proprement. Moi, je veux que ça marche, que ça fonctionne, et puis on s'en fout si c'est bien fait ou mal fait. Il sera toujours temps d'optimiser plus tard, ou de laisser quelqu'un optimiser à ma place qui a plus de compétences que moi. Soit. ESP32Cam piloté en MQTT. Ça, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, si je vais dans mon GitHub, on voit qu'il y a tout un tas d'informations. Il y a des fichiers 3D pour du coup, c'est quoi? C'est pour Box, c'est pour ça. Si je regarde à quoi ressemble le fichier, ouais, regardez. Ce fichier 3D là, si vous jamais voulez vraiment reproduire le système, bam, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez imprimer ce petit boîtier en fait. Et ce petit boîtier, pareil, c'est notre petite caméra qui est dedans. Ultra simple, un petit boîtier coulissant, on s'était modélisé en 10 minutes sur Fusion 360, donc c'est tout simple. Donc je disais, vous pouvez faire le petit boîtier, donc ESP32Cam 4-5 €, le boîtier, impression 3D, ça coûte rien du tout, et en gros, un petit connecteur ici, je le répète une fois de plus, mais paf, faites focus sur ça, pas sur ma tête, voilà. Et un petit connecteur micro USB qui coûte une dizaine de cents et qui permet de l'alimenter facilement. Si on va sur le repo, paf, retour en arrière, et ici en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est un sketch pour contrôler une SPCam et exporter les images via MQTT. C'est exactement ce qui nous intéresse. Là, en gros, on peut jouer avec les paramètres, mais c'est pas important. Et donc, en fait, ici, j'ai deux codes. Un code classique, un code facile. Vous voyez que vous avez juste à flasher ça dans votre SP32. Il est très court. C'est un code qui fait quoi? 145 lignes. Qui va juste setup la caméra, récupérer le frame buffer, envoyer le frame buffer en MQTT. Et après, on verra comment le récupérer. Sur Node-RED. Et du coup, après, transférer cette photo-là sur Twitter, bien entendu. Mais j'ai fait en gros un autre code qui est encore plus universel et pratique, où en gros ici, quand l'appareil n'est pas connecté à un Wi-Fi par défaut, il va créer un access point avec un portail captif qui nous permet de setup le Wi-Fi, le MQTT et absolument tout via un smartphone ou via n'importe quel appareil. Ce qui fait qu'en gros, théoriquement, cette petite caméra-là, je pourrais la setup pour mon réseau Wi-Fi de chez moi, ici,
Et puis après, je pourrais la prendre, aller ailleurs, aller dans n'importe quel bâtiment ailleurs, tant que j'ai du Wi-Fi, le connecter, et sans avoir à reflasher mon ESP32, et bien lui-même, je pourrais le resetup avec une interface web que le ESP32 va créer. Donc ça permet en fait de plus facilement le mettre à jour, plus facilement le modifier, sans avoir à chaque fois à le reflasher. Parce qu'on va le voir tout de suite, mais flasher un ESP32 cam, c'est un petit peu plus compliqué, pas extrêmement compliqué, mais c'est un petit peu plus chiant que simplement brancher un câble USB et téléverser le code avec l'Arduino IDE. Maintenant, imaginons que je viens d'acheter mon ESP32 cam et que je veuille flasher cette ESP32 cam. Eh bien, je vais d'abord vous la montrer en fait en grand, et je vais pour ça en fait finalement exploiter. Je vais aussi exploiter mon deuxième bureau, parce qu'ici j'ai quand même deux bureaux qui sont l'un à côté de l'autre, donc pourquoi ne pas m'en servir. Et en fait, si je change sur Deskelec, transition, voilà. Donc là, en fait, vous voyez cette fameuse ESP cam, et vous voyez en fait qu'il y a plusieurs GPIO qui sont les uns à côté des autres. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser pour ça, si on compare avec un ESP32 ou un ESP8266, en fait, il y a un élément qui manque dans notre ESP32 cam. Et en fait, l'élément qui manque, c'est la puce pour convertir de l'USB en serial. Donc en fait, sur les ESP8266, les Wemos D1, souvent c'est un CH340G, si je ne me trompe pas. Et sur les ESP32, ça dépend un peu. J'ai plus le nom exact de la référence de la puce, mais je vais vous les montrer tout de suite. En gros, vous voyez que la puce qui est ici, c'est ce qui permet de convertir le serial, et dans le ESP8266, la puce qui est là, c'est également ce qui est capable de convertir en serial. Donc là, en gros, les puces que je vous montre, vous voyez, les fameuses petites puces, c'est un truc qui simplifie la vie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend notre prise micro USB, je connecte dans ma prise USB, et puis sur l'Arduino IDE, j'ai un port COM qui apparaît, je peux téléverser mon code. Sauf que le ESP32 cam, et j'en ai une en vrai sans le boîtier. Bon, je n'en ai pas, mais vous allez devoir me faire confiance. En gros, en fait, vous le voyez quand même sur la caméra, même si je ne peux pas retourner la pièce. Ce qui se passe, c'est que, eh bien, il n'y a pas de puce qui convertit de l'USB en serial. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va devoir la remplacer par ceci. Et en fait, vous voyez que la puce qui est ici, c'est un CH340G, c'est exactement la même puce qui est celle qui est ici. Donc, ça veut juste dire que niveau téléversement du code, il va du coup falloir connecter à cet appareil-ci en plus pour téléverser le code sur notre microcontrôleur. Et en fait, pour savoir comment utiliser ça, c'est ultra simple. On va sur Internet, ESP32 cam GPIO, et on regarde en gros une photo comme celle-ci, vous voyez. Et en fait, quand on ouvre cette photo-là, paf, on la zoome un petit peu, paf, paf, paf. Vous voyez en gros que ici à droite, oui évidemment je ne peux pas vous le montrer comme ça facilement, mais en gros vous voyez qu'en mauve sur le côté droit, il va y avoir U0TXD, U0RXD et GND. Et en fait ça, c'est là qu'on va connecter notre module pour téléverser le code sur notre ESP32 cam. Ensuite, il va y avoir le GPIO 0 et GND, donc juste en dessous, qui aussi sont très importants parce qu'en fait il faut qu'on branche le GPIO 0 sur la masse pour le mettre en mode téléversement de code. C'est pareil, normalement ça c'est ce que fait d'origine le circuit qui est sur le SP32 Wemos et le Wemos D1 R1, mais ici il faudra le faire manuellement, c'est-à-dire qu'on doit juste ponter deux câbles pour le mettre en mode téléversement, on clique sur le bouton reset et on pourra téléverser notre code. Donc une fois que ça c'est fait, en fait on a besoin de flasher une seule fois le code, et c'est pour ça que je vous avais dit que j'avais fait un autre code qui était capable d'update les informations de l'ESP32 cam directement en Wi-Fi pour ne justement pas avoir à chaque fois à ouvrir, connecter les câbles, appuyer sur reset, monter les câbles, téléverser le code, débrancher les câbles, refermer la boîte. Donc c'est vraiment juste pour ça qu'il faut que c'est un petit peu embêtant, simplement. Mais donc voilà, vous voyez que c'est quand même pas très compliqué. Un module comme ça pour adapter le serial, ça coûte quelques euros, mais vraiment, c'est vraiment pas cher du tout. Mais il faut le faire pour ce gars. Voilà. Bon, maintenant, imaginons que vous ayez connecté les câbles correctement, en suivant l'image qu'on avait vue tout à l'heure. Et après, ce que vous allez faire, c'est simplement prendre le code qui se retrouve du coup dans mon GitHub, donc qui est le code, voilà, au cas où, si vous l'aviez raté tout à l'heure, paf, je vous le renvoie là. Voilà, et sinon vous faites point d'exclamation RS et vous pourrez tomber sur mon GitHub, bien entendu. Et en gros, je vais prendre ce code-là, je vais ouvrir mon Arduino IDE, et en fait, ce qui restera à faire, c'est téléverser simplement le code.
vous le téléversez, et en fait, si vous téléversez la version ESP32 CAM MQTT AP SPIF, et que vous suivez à peu près toutes les explications qu'il y a ici, où on peut en fait avoir la config ici, et les informations du Wi-Fi qui sont dans des fichiers JSON séparés, et bien tout ça, ça se fait grâce à la mémoire SPIF. Mais en vrai, vous regardez le replay de la vidéo, c'est un replay qui est très court en plus, 27 minutes, et en 27 minutes, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Donc voilà, vraiment, je vous dis, prenez cette vidéo-là, si vraiment vous voulez reproduire ça chez vous, vous regardez cette vidéo-là, il y a toutes les informations. Donc là, imaginons, tac, 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 vous avez branché, vous avez téléversé le code, donc maintenant, vous avez une ESP32 CAM qui est fonctionnelle et qui est sur votre réseau Wi-Fi. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette caméra-là? Eh bien, en fait, je vais vous le montrer, je ne vais pas vous le dire, je vais vous le montrer. Et il y a un dernier topic qui nous intéresse, c'est le topic config, parce qu'en fait, si on retourne dans, tac, ici, lui, qu'on va dans data, et qu'on va avoir config JSON, vous allez voir qu'on peut changer plein de trucs. Hein. Vous pouvez changer le vertical flip, horizontal, vous pouvez rajouter des color bars pour cacher le truc de la caméra, mais des effets spéciaux, sépia, noir et blanc, rouge, vert, bleu. Vous pouvez changer la qualité, vous pouvez changer tout ce qui est le gain de la caméra, donc en gros sa sensibilité, les contrastes, la luminosité. Donc ça, en fait, vous pouvez changer tout ça, et vous pouvez soit le changer quand vous flashez votre ESP32 CAM, ou alors, en MQTT, une fois de plus, vous pouvez lui pousser ces informations-là pour les changer dynamiquement. Et ça, limite, en fait, je redéploierais bien le flow démo pour avoir accès à tout ça, en fait, et ne pas perdre de temps, parce que regardez, ESP32 CAM MQTT, Node-RED démo, il me faut quoi? Contrib image output, dashboard et base 64. Je n'ai que là, normalement, maintenant, je devrais pouvoir importer mon fichier JSON. Paf, regardez, ça marche. Et ici, forcément, il ne connaît pas les topics. Pourquoi? Parce que c'est ESP01 CAM photo out et photo out et config. Donc là, en gros, c'est... Hop, lui, ce sera du coup out. Voilà, ça c'est ce que vous avez gratos. Hein. Vous allez sur mon GitHub, vous reproduisez le projet, vous importez le flow, et vous avez du coup les fameux réglages dont j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon SPCAM et je vais la brancher. Normalement, là, elle devrait être connectée à mon réseau Wi-Fi. Et on va essayer du coup de faire une capture. Comme ça, vous allez vous voir, vous, le chat. Paf! Regardez, ça fonctionne. Une qualité, somme toute, immonde. Mais ça fonctionne. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais cliquer ici, capture. Et notre image est capturée. Et là, on se voit que notre image n'est pas de très bonne qualité. Et après, si vous voulez voir un peu l'intérêt des menus, hein, regardez, si par exemple je fais V-Flip, je change le setting. Si par exemple je lui active le flash, je vais lui activer le flash, paf, je vais maintenant prendre une photo, et normalement on va voir que le flash s'allume, sait-on jamais. Et là, vous voyez que la lumière s'est allumée, vous voyez que quand je capture, ça s'est allumé, il y a un flash, hein, ici, paf, pas très lumineux, mais mieux que rien, et on a bien fait un V-Flip. Si je refais par un V-Flip, maintenant je mets une color bar par exemple, pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Je ne sais pas, mais je peux le faire. Il n'a pas pris le compte les color bars, il y a un petit bug, voilà, il y a un bug, malheureux hein, ça. Mais ce qui va nous intéresser du coup, c'est que vous voyez que là, la qualité de l'image n'est pas top. Donc première chose qu'on va faire du coup, c'est un peu augmenter la qualité de cette image. Vous voyez que la qualité est quand même particulièrement médiocre. Et si maintenant je joue avec résolution, je vais la monter à 4 par exemple, et on va recommencer. Alors un problème, plus la résolution est élevée, plus il faut de temps pour envoyer mon image. Et là, vous avez vu que ça a pris quand même pas mal de temps. En fait, la capture d'image, vous avez vu que la résolution la qualité a été augmentée, mais il faut plus de temps pour que l'image arrive. Et alors, pourquoi ça? Parce que j'ai programmé mon truc n'importe comment, parce que j'utilise du MQTT pour transférer une image, quelle idée débile, mais ça fonctionne, donc qui peut me tester? Donc simplement, plus j'augmente la qualité, plus ça va prendre du temps pour envoyer l'image, mais en vrai, hein, attendre 30 secondes pour avoir notre photo qui est simplement de voir si vous avez pu faire le thème Windows dans mon environnement de mon bureau, c'est ok, et ça du coup l'avantage d'être facile de fonctionner, et puis en plus, moi je ne suis pas un professionnel dans ce domaine-là, donc tant que ça fonctionne, tout le monde est content. Je vais essayer de monter la qualité à 8, et il risque d'y avoir un problème que j'avais avant, et je pense qu'il va se reproduire ici. Allons-y. Et en vrai, théoriquement, si j'utilisais pas du MQTT, si j'étais pas débile, et que j'utilisais pas du MQTT, ce que vous devriez faire, regardez comme l'image est quand même un petit peu de meilleure qualité. Là, en fait, c'est quand même pas beaucoup mieux. Et donc, en fait, ici, niveau côté serveur, si on regarde le debug, la seule chose que je reçois, c'est un énorme buffer avec les informations de ma truc. Et c'est pour ça qu'en fait, là, j'ai pas eu le problème, mais dans certains cas, le dessous de mon image peut être tronqué, parce que ce qui arrive, c'est qu'à mon avis, en faisant comme ça, je sature la mémoire de mon ESP32, ou alors je sature, il me semble que c'est plutôt la taille maximale d'un message en MQTT,
Et on verra après qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que du MQTT farfadé. Mais en gros, le MQTT a une limite de message. Et ce qui arrive, en fait, c'est que l'avantage, c'est que vu que j'envoie en direct mon buffer, si jamais je dépasse la longueur max d'un message en MQTT, eh bien, mon message ne va pas être supprimé et annulé. Simplement, dès que je dépasse la longueur, il s'arrête. Et donc, il arrive que l'image vers le dessous soit tronquée quand j'ai une trop grosse résolution. Mais en fait, si on va dans Fichier, Exemple, ESP32, Caméra Web Server, eh bien, en fait, là, ici, ça va envoyer les images en HTTP, si je ne me trompe pas, et là, c'est beaucoup plus optimisé. On arrive à avoir en flux en 1600 par 1200 en 5-6 FPS. On arrive à avoir du 720p, à mon avis, je crois que c'est en 30 FPS. Donc là, en gros, vous pouvez avoir les images infiniment plus rapidement que via du MQTT. Le seul problème, c'est que vu que vous n'êtes pas en MQTT, vous pouvez y accéder qu'en local, ou alors vous devez ouvrir le port. C'est un peu plus compliqué et un peu plus compliqué à sécuriser. Mais en fait, en utilisant le sketch de démo qui est fourni dans l'Arduino IDE avec le SP32, vous pouvez totalement récupérer les images beaucoup plus rapidement, mais genre infiniment plus rapidement qu'en MQTT. Voilà, donc en fait, en Wi-Fi, vous avez tout un tas de moyens de récupérer l'image, ou alors, comme tu disais, à Kanoa, tu peux aussi le faire en Bluetooth. Il n'y a aucun souci. Donc vraiment, l'idée de le faire en MQTT, en fait, c'était de pouvoir me dire que si par exemple j'ai un VPS quelque part, donc dans le cloud, eh bien sur mon VPS, je vais installer un broker MQTT. Ce broker MQTT me servira à la fois à paramétrer la caméra et à la fois à récupérer les images. Donc ça sera très lent, j'aurai des pertes de performance et de qualité d'image, il y aura des fois des images qui seront tronquées, mais l'avantage avec ça, c'est que j'ai un seul serveur qui gère absolument tout. Mais clairement, si vous voulez faire un truc clean chez vous, faites-le en Wi-Fi, faites un système qui envoie les informations avec une petite page web ou autre, ça ira super vite, et là vous pouvez vous inspirer du code d'origine, donc caméra web server de l'Arduino IDE avec le SP32 Cam. Voilà. C'est vraiment faites ça, mais si jamais vous voulez faire un test rapide, un peu sale en MQTT, sachez juste que ça fonctionne. En gros, ce que fait le SP32 Cam, c'est qu'il va quand même compresser mon image avant de me l'envoyer en MQTT. Il ne va pas juste m'envoyer les données brutes du capteur, ça serait beaucoup trop dur, donc il ne va pas envoyer le fichier, une image RAW en gros de mon capteur, parce que ce serait beaucoup trop gros. Donc il va compresser l'image. Donc en gros, si je lui montrais par exemple un fond qui est très homogène, il va très facilement compresser l'image comme ça, parce qu'il va dire j'ai toute une zone qui est exactement de la même couleur, paf, on compresse ça et ça fait une image très courte. Okay, là par exemple, l'image est compressée à mort, et vous voyez que là elle n'est pas tronquée, donc du coup je vais faire l'inverse, je vais la compresser au minimum, et on va recommencer. Allons-y. Que cette caméra à 5 € est quand même capable de faire des images qui sont pas dégueu. Enfin vraiment, ça n'est pas comparable bien entendu. Vous voyez comme ça, si je refais la même tête. À la qualité d'une vraie caméra avec un boîtier de capture, mais en vrai, c'est pas du tout dégueu comme caméra. Et si vous retournez une fois de plus voir ma vidéo sur YouTube, vous pouvez totalement faire une petite caméra de sécurité, une petite caméra de sonnette connectée ou autre avec une SPCam, c'est pas que pour faire des bots. Une fois que vous avez une caméra et que vous pouvez récupérer les images ou un flux vidéo, vous faites une caméra IP que vous contrôlez sans problème. Je reviens sinon sur ce que j'étais en train de vous dire. Eh bien, regardez, on avait vu que quand on envoyait une image, je vais en refaire une vite fait. Voilà, capture, paf, 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 ça prend la photo, super, on attend une demi-heure. Et j'avais dit qu'on récupérait du coup ici, dans le debug, en SPCam out, on récupérait un buffer, donc une suite de données qui correspondent à une image. Et si maintenant je vais dans ma note Twitter, et que je vais regarder un peu la doc de ma note Twitter, et en fait, vous voyez que ici, en fait, ce que nous donne comme information ici notre node RED, eh bien, il va nous dire ce que notre node attend. En fait, à chaque fois que vous importez une nouvelle librairie ou vous avez une node que vous ne connaissez pas, c'est un peu comme une commande help. Il va vous expliquer quel genre de message cette node attend en entrée et quel genre de message elle va vous sortir en sortie. Ouais, sortir en sortie, c'est plutôt logique. L'input de Twitter out, c'est les informations qu'on veut envoyer vers Twitter. Donc clairement, dans Payload, c'est le message que je veux, c'est le tweet que je veux poster. Pardon, voilà, c'est ça. Donc c'est le tweet que je veux poster. Ou le DM que je veux envoyer, parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait soit envoyer des tweets, soit envoyer des DM. C'est exactement la même chose. Et justement, tiens, en parlant des DM, il nous explique que la structure à avoir pour envoyer un DM, c'est comme si on envoyait un tweet, sauf qu'en fait, le contenu du DM, ça doit être D, espace, le username, espace, le message. Donc en fait, c'est comme si j'envoyais un tweet, sauf qu'en fait, si mon tweet commence par D, qui a donc il y a juste le nom d'un username et qui a un message, au lieu d'envoyer un tweet, il va envoyer un DM. Et nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est MSG Media. Vous voyez que MSG Media, ça permet d'attacher une image en envoyant un buffer. Et alors ça, c'est vraiment incroyable. Vous avez deviné, mais c'est incroyable. Regardez, ce que m'envoie mon SPCam, c'est un message payload qui contient quoi? Un buffer.
un buffer d'une image. Et donc, a priori, si tout se passe bien, si simplement je prends mon SPCam out et que je le connectais à mon, voilà, en fait, le SPCam out, et que je le connectais à mon truc Twitter. Et que simplement, je disais que du coup, lui, en fait, c'est un message payload, alors que Twitter, lui, il attendait un MSG Media. Donc simplement, si je fais une toute petite fonction qui convertit MSG payload en MSG Media, et qui éventuellement, du coup, donne un titre au tweet pour simplement pas qu'il poste une photo sans raison, mais qu'en plus de poster une photo, eh bien, il va donner un contexte. Hein. C'est comme quand vous linkez une photo à un tweet. Vous d'abord, vous écrivez votre tweet, et puis vous ajoutez votre photo. Et bien, c'est ce qui va se passer. Donc, en gros, là, j'ai mon SPCam que j'ai flashé pour qu'elle me donne un buffer d'une image. J'ai MSG Media de ma node tweet qui attend justement un buffer. Donc, c'est parfaitement compatible. Sauf qu'elle attend un buffer dans MSG Media. Donc, j'ajoute une node function qui convertit MSG payload de lui en MSG Media pour lui. Et c'est tout. Voilà. Je déploie mon flow. Et là maintenant, du coup, si je prends une photo, théoriquement, et on ira voir ça tout de suite, ça va capturer la photo, l'envoyer à mon MQTT, l'envoyer à mon Node-RED, convertir ça, envoyer à Twitter, et si on va sur @TinoBot, on devrait voir la photo qu'on vient de prendre. C'est parti. On prend une photo. On attend, si je refresh ici, est-ce que notre bot a tweeté une image? Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci est une image test réalisée par une ESP32 cam. Et voilà, ça c'est la photo que la caméra a pris. Donc en gros, tout à l'heure c'était en qualité faible, mais on fait exactement la même chose ici. Vous avez vu en direct comment ça marchait. Hein. C'est simplement, dès que je clique sur timestamp, ça dit prends une photo, il prend une photo, il la convertit, il la tweet. Donc maintenant, théoriquement, ce qu'on pourrait faire, comment est-ce que je pourrais faire ça proprement? Parce qu'en fait, il doit faire deux choses. D'abord, on va lui dire bonjour. Okay, ou on va lui dire par photo. Si vous faites @TinoBot photo, il devrait du coup déclencher la caméra, attendre que la caméra ait fini de se déclencher, récupérer l'image, et puis tweeter l'image, mais pas faire un tweet nouveau, faire un tweet en réponse. Donc pour ça, il va falloir du coup récupérer quelques informations utiles de la part de notre API Twitter. Et en fait, vous voyez que pour répondre à un message, il nous faut une seule chose, c'est in reply to status ID. Donc en fait, quand on envoie un tweet au bot, eh bien, pour séparer les différents tweets, pour pouvoir y répondre et pas simplement partir à partir de zéro, il va y avoir un identifiant unique à chaque tweet. Et en fait, quand vous regardez dans votre barre de navigation, si par exemple j'ouvre ce tweet en particulier, vous voyez qu'en fait le tweet ID, vous ne le voyez pas, mais en gros, parce qu'il est caché par mon truc de capture, mais en gros, est-ce que je peux faire ça? Ouais. En fait, le tweet ID, il apparaît dans la barre de recherche, enfin la barre de l'adresse. En gros, si par exemple je mets status là, un tweet ID, c'est vraiment ce tweet-ci uniquement. Et c'est un numéro unique pour ce tweet-là en particulier. Et ça, notre bot est capable de le récupérer, cette information-là. Et donc, si je dis que le bot veut faire un tweet, mais pas un tweet à partir de zéro, mais que je dis un tweet in reply to tweet ID, et que je donne cet identifiant unique, eh bien, il va du coup faire comme si on cliquait sur réponse et faire une réponse. Donc en gros, vu que maintenant ce sera fait d'une certaine façon asynchrone, parce qu'avant, on recevait bonjour et on répondait salut. Donc c'était dans le même flow. Alors qu'ici, c'est pas pareil. On nous dit photo, on déclenche la photo et quand la photo est finie, on la récupère et on fait en réponse. Donc ce qu'il va falloir faire, en fait, de notre côté, c'est sur Node-RED, on va devoir sauvegarder quelque part l'ID du tweet pour plus tard y répondre. Vu qu'on avait vu que la caméra prenait pas mal de temps pour envoyer sa photo. Donc j'ai copié ma truc réponse ici, et là on va du coup changer un peu. Si par exemple on va dire que le message c'est photo, ou TinoBot photo. Et en fait pour éviter que, qu'il faut beaucoup de temps pour faire la photo, pour éviter que là maintenant tout de suite dans le chat, vous pourrez le faire à l'avenir, mais pour éviter que vous le fassiez maintenant, je vais faire une chaîne de caractères à peu près compliquée, comme ça si jamais vous réussissez à faire un copier-coller de ça, vous aurez le droit du coup de demander une photo, mais comme ça me permet en fait d'être sûr que il n'y a que bon message qui est capable de déclencher le bot. Voilà, c'est pour être sûr qu'on ne spamme pas trop rapidement le bot en fait. Et là, non, c'est bon. Et donc si ça contient photo et la chaîne de caractères un peu bizarre, eh bien normalement, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, on va pas avoir besoin de toutes ces informations-ci. Ici, ce qu'on va juste faire, c'est dire, je veux déclencher la caméra, et je veux juste remémoriser le tweet ID.
Et là, si c'est un tweet, et donc en fait, eh bien, ça on va retenir, sender, sauf qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ça dans une variable de flow. Une variable de flow, grosso modo, c'est ce qui nous permet dans Node-RED de sauvegarder une variable en dehors de chaque fonction. Parce qu'en fait, les variables qu'on crée ici, vous voyez, elles apparaissent et elles disparaissent localement dans notre node. Et si on veut par exemple que quelque chose soit mémorisé dans cette node-ci et accédé dans une autre ailleurs, il faut créer une variable de flow qui du coup sera accessible dans toute la page ici. Donc je sauvegarde le sender dans ça, le reply, on n'en aura pas besoin pour le moment en fait. Et ensuite, dans MSG param, pareil, mais en fait, ce que je vais récupérer du coup, c'est également le ID. In reply to status ID, tac, et en fait, c'est l'ID qui est ici. Sauf qu'en fait, l'ID, c'est lui. Donc en fait, ici, je vais faire un flow.set ID et MSG tweet ID sous forme de string. Donc lui, finalement, ne sert plus à rien. Ça, c'est bon. Lui ne sert plus à rien. Et en fait, lui, eh ben, je peux le mettre avant. Hein. Voilà, donc en gros, c'est les deux choses qui nous intéressent. C'est de sauvegarder l'ID de notre tweet et éventuellement le pseudonyme de notre personne qui a envoyé le message pour lui répondre en disant « Voici ta photo, et en mentionnant la personne. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que là, on ne va plus le connecter direct, vu qu'en gros, on ne va pas directement répondre au tweet, vu qu'il faut maintenant accéder à la caméra. Et j'avais tout à l'heure que pour trigger la caméra, on s'en fout, on peut lui envoyer n'importe quoi, donc peu importe le contenu du message, la caméra devrait se déclencher. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vérifier que notre caméra se trigger bien quand on envoie la bonne chaîne de caractères. Donc là, c'est tout bête. J'ai le out de ma caméra que je vais connecter à mon image preview, donc il va me monter une preview de l'image. Et donc là, le seul moyen que j'ai ici avec le flow que j'ai devant vous, de déclencher la caméra, je n'ai plus de bouton dans mon interface graphique pour la déclencher. La seule chose que je vais pouvoir faire, eh bien, c'est envoyer un tweet à mon bot en utilisant cette chaîne de caractères-ci. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais venir avec mon compte Neodim, paf, je vais aller sur Teneobot, paf, et je vais lui tweeter du coup @Teneobot et ceci. Ok, et vous savez quoi? Ça a allumé la LED. On va voir comme si la caméra du coup nous envoie quelque chose. Donc normalement on devrait avoir quelque chose ici qui devrait apparaître quand la caméra aura fini d'envoyer son image en MQTT, hein, rappelons-le et rappelons-le pour les gens qui viennent d'arriver. Par pitié, n'envoyez pas en MQTT des images avec une SP32 cam, c'est le pire moyen de le faire, mais bon, c'est comme ça que je l'ai fait pour ce truc-ci. Voyons voir où ça en est. Ok, la caméra vient de s'éteindre, et là j'ai parfaitement récupéré mon image. Vous voyez qu'elle est là. Et en fait, je peux la rendre plus grande. Allez, si par exemple je mets, je sais pas moi, 500 de largeur, paf, ça l'agrandit. Là, vous voyez que ça marche. C'est ça, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais quoi que si vous voulez faire ce que je fais, pas de souci, hein, tout est dans le GitHub, vous pouvez copier-coller, mais vous aurez le même genre de problème que moi, c'est-à-dire une latence de malade. Je vais faire en tweet, je lui ai envoyé photo. Ok, là c'est passé, mais je n'ai pas déclenché ma caméra. Ah si, ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc c'est qu'à mon avis, il y a un petit problème de connexion. Donc là, en cas, vous voyez bien que c'est en tweetant que j'ai pu déclencher la caméra, et vu que là on est en mode censuré, la qualité est un peu mauvaise. Mais donc là maintenant, on en est où? On en est à la possibilité de déclencher la prise d'une photo avec l'envoi d'un tweet. Et ce que je vais vous rajouter en plus, tiens, tant qu'à faire, regardez, ce que je peux rajouter, parce que voilà, plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est gratuit, je vais rajouter la possibilité que quand on lui envoie un tweet, il change de façon random la couleur des slots, pour bien vous montrer qu'avec un seul et unique tweet, on peut à la fois piloter notre SP32 cam, mais également piloter les étagères ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais les connecter. Aïe 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 aïe. Qui est-ce qui a réussi à choper Qui est-ce qui a réussi à choper ça? Eh bien entendu, si on va dans Tweet, si on va dans User, qui est-ce? Eh bien évidemment, sans surprise, hein, Farfadet 46, je ne l'attendais pas moins de toi. Tu as réussi à faire le oui, forcément maintenant tu peux faire le copier-coller des tweets que j'ai fait. Donc je déploie tout ça, et qu'est-ce que j'étais en train de vouloir faire moi? C'était, piloter les LED. Ce que je pourrais totalement faire, c'est ceci. Regarde. Mais tu as raison, c'est nul. On va améliorer ça de ce pas. Regarde, si on fait ça, et puis qu'on fait node.send msg, et que ensuite, qu'est-ce que je fais? Et bien en fait, je vais juste faire pour le slot 1. Stop, non, attendez, je suis quand même pas si débile, je vais pas faire 4 fois copier-coller. Je vais un peu me respecter, je vais juste faire une petite loop for, en fait. For
pas besoin de lui dire en fait. I est égal à 0, point virgule, I est inférieur à 4, point virgule, I plus plus, tac, et on fait une petite loupe for pour piloter chaque LED individuellement. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire ça. Ah oui, non, c'est de 1 à 5, pardon. Vu qu'on a les slots qui ne sont pas indexés à partir de 0. Lui, je le supprime. Je le formate proprement parce que... Ah, non, qu'est-ce que je vais faire? Je fais des bêtises. Voilà, on les indente correctement parce que comme ça, le code, il est joli. Et ensuite, slot I, et regarde ça, en quelques clics, quelques lignes de code, bim, bam, boum, paf. Normalement, les 4 lumières devraient être d'une couleur différente. Pas du tout. Attends, pourquoi? Qu'est-ce qui déclenche? Mais oui, il fait la photo avant, mais il ne devrait pas. Oh, le débile! Est-ce que vous avez vu ce qui était... Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Ce que je n'ai pas fait. La node était posée sur le lien entre les deux, sauf que elle n'était pas connectée. Voilà. C'est aussi, donc en fait, forcément, il n'appliquait pas de delay sur ça. Parce qu'en fait, vous voyez que quand on le fait correctement, ils sont en pointillé. Oh non, là, je suis vraiment débile. Hein. Regardez, et Ioner a donné 1 bit s'il a changé toutes les couleurs ici derrière. Parce que, en fait, ça fait 3 heures quand je vois. Voilà, parce qu'en fait, là, vous vous rendez compte que ce qui se passe, hein, c'est que quand on le fait correctement, en fait, si je défais le cam, si on les pose comme ça, des fois, en fait, voilà, quand il se met en pointillé, il va automatiquement linker, sauf que si on le fait mal, eh ben, il ne fait pas le lien, et du coup, là, il n'était pas connecté. Donc maintenant, je peux du coup remettre un vrai delay de taux de... On va mettre les 2 secondes. Non, normalement, c'est 2 secondes, c'est suffisant. Ok, dernière fois que je le teste, avant qu'on fasse le système où il répond à mon tweet plutôt que de refaire un tweet nouveau, et avant que je me fasse bloquer parce que je suis en train de spammer des photos sur Twitter. Tac, je copie, je vais ici, je colle ici aussi, paf, down, deploy, on va y arriver, je retourne sur mon Twitter, je vais sur Tineobot, salut Tineobot, donne-moi encore une photo de plus s'il te plaît. Et là, maintenant, devant vos yeux ébahis, les lumières vont changer de couleur. Tac, 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 tac. Et il prend une photo parfaitement avec le bon delay. Donc normalement, vous devriez voir vert, rose, bleu, rose. Voilà. Attention, attention, attention. Vous êtes prêts? F5. Ouais, bon, la balance des plans n'est pas d'accord et elle va dire que c'est du... Ah non, c'est du jaune en fait. C'est moi qui suis pas capable de reconnaître mes couleurs. C'est du jaune bizarre parce que la balance des blancs n'est pas la même entre cette caméra-là que celle-ci, forcément. J'ai plus confiance en cette caméra-là, hein, bien entendu. Mais là, vous voyez qu'il a bien posté la photo avec les couleurs correctes. Et je vais donc maintenant récupérer l'ID du tweet et le username de la personne qui a envoyé le tweet pour pouvoir lui répondre correctement. Et ça devrait pas être trop compliqué. En fait, il faut juste que je reprenne cette structure-là. Donc, il faut que, en gros, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour pouvoir formater une réponse, elle va attendre un payload. Voilà. Donc, en fait, le message payload, ce sera une réponse. Donc, en fait, le message payload, ça sera reply. Donc, hop, donc il va falloir forcément créer une variable reply qui, elle, en gros, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va du coup récupérer. Donc MSG Media, c'est notre photo. Donc ça, par contre, MSG Media est égal à MSG Payload, ça, on est bon. Donc en gros, reply, ce sera une réponse en texte. Et on aura besoin également de l'ID du tweet, qu'on avait dit tout à l'heure. Et on aura besoin également du username. C'était quoi? C'était name, username, comment ça s'appelait? Comment est-ce que j'ai créé cette variable? On va la retrouver tout de suite. C'est sender. Donc il nous faut sender. Et pour récupérer ma variable de flow, rien de plus simple. Si j'avais fait un flow set tout à l'heure, maintenant je fais un flow get et puis le nom de la variable de flow qui est id. Et pareil pour sender, c'est un flow .get et c'est sender. Normalement, il faudrait que je donne des noms un peu plus explicites à ma variable de flow, hein, parce que là c'est facile de se tromper, mais bon, c'est pour la démo une fois de plus. Et reply, je dois le définir après, vu qu'il va utiliser le nom du sender, et en gros, ça sera... bam, eh bien ça sera hey at plus le nom du sender. Tac, et puis après, on va mettre un petit espace hein, pour ne pas tout coller. Vraiment, hi. Donc en gros, ça sera hi at le nom du pseudonyme pour que ça retague la personne à qui leur bot va répondre. Et ça va lui dire, voici ta photo.
Donc là, on récupère le sender, on le met dedans. Donc la reply, ça sera bien hey, hi, le nom de la personne, voici ta photo. Le contenu MSG Media, ce sera le buffer qu'on récupère avec NoSP32Cam, donc il sera capable de montrer une photo. Et donc la dernière chose, bah, ce sera de dire MSG Payload est égal à reply, donc celui je peux l'enlever. Et MSG Param, donc ce qui permet de spécifier à Twitter qu'on veut répondre à un tweet, et bien simplement il faut lui donner la même réponse en statut, et il faut lui dire l'ID du tweet auquel on veut répondre, bien entendu. Si on fait ça, pour un peu résumer correctement tout ça, résumer du début en fait. Si vous envoyez un tweet avec @tneobot et le mot magique, qui est en fait le mot que j'arrête pas de changer à chaque fois pour éviter de me faire spammer le temps que je débug. Bah, ce qui va se passer, c'est que lui va déclencher mon bot ici. Le message va être mélangé, va être coupé en plusieurs petits bouts, donc les espaces que vous allez mettre dans votre message. Oui, c'est à toi que je pense, hein, Farfadé, bien entendu. Et ensuite, ici, il va être analysé. Et il va dire, bah, si jamais le message, c'est bien le mot magique, eh bien, continue, vis ta vie. Et donc, s'il devient passant quand on utilise le mot magique, la première chose qu'il va faire, eh bien, c'est aller dans Random Color. Et dans Random Color, eh bien, il va changer la couleur des 4 slots. Ça va prendre 2 secondes pour changer les couleurs, parce qu'il y a 500 millisecondes de délai entre chaque slot. Et en vrai, je pense que je pourrais me permettre de rendre ce délai-là un peu plus court, même 250. Je pense que 250 millisecondes en 2 messages en MQTT, c'est bien assez. On va pas le saturer du tout. Je suis même quasiment sûr que je pourrais ne pas mettre de délai et que ça marcherait quand même. Et après que les lumières aient changé de couleur, eh bien il va demander ici à mon ESPCam de prendre une photo. Le ESPCam va s'allumer, prendre sa photo, et une fois que la photo est prise, il me l'envoie, tac, ici, en ESPCam 01 out. Et une fois que j'ai récupéré ma photo, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'ID du tweet et l'username de la personne qui a envoyé le tweet qu'on a sauvegardé précédemment, juste ici, hein, vu qu'il faudra le récupérer plus tard, vu que les deux se font de façon asynchrone, en gros. On attend que la caméra ait fini son boulot avant de répondre au tweet, donc il faut stocker l'ID et le username quelque part, dans une variable de flow. Je récupère ça, je formate correctement mes paramètres qui me permettent de dire à Twitter, bah voilà, je veux faire une réponse au tweet dont l'ID est d'autant. De ce chiffre-là, c'est un chiffre, et je veux répondre en arrobasant telle personne. Donc normalement, si maintenant je récupère mon mot magique, instant de vérité, je vais sur Twitter, je vais avec Tneobot, je vais le tweeter avec Tneodim du coup, parce que s'il se tweet à lui-même, ça va faire des trucs bizarres. Que je lui tweete un message, non, c'est pas à lui, c'est à Tneobot, voilà. Que je tweete quelque chose. Tneobot, le mot magique. Normalement, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il ne va pas faire un nouveau tweet. Il va répondre au tweet que je lui ai envoyé. On va voir ça. On va déjà voir si la lumière change de couleur. La lumière change de couleur. La caméra s'allume. La caméra prend une photo. Et donc, normalement, maintenant, Neobot devrait me mentionner et renvoyer la photo. Est-ce que c'est le cas? Paf! Ça fonctionne totalement. Regardez ce qui se passe. Là, vous voyez que c'est une réponse. C'est-à-dire que moi, Tneodim. De toute façon, on peut confondre les images. Vous voyez bien que Tneobot, c'est un robot, alors que ça, c'est Tneodim, c'est moi. Ce que Tneodim a fait, c'est qu'il a tagué Tneobot et il lui a donné le mot magique. Photo, le bot a changé les couleurs, pris la photo, analysé ça et m'a renvoyé ça en réponse. Vous voyez que tout à l'heure, c'était « Ceci est une image test réalisée par une USP32Cam ». Donc ça, c'était un tweet tout nouveau. Vous voyez qu'il n'est en réponse de rien. Alors que là, qu'est-ce que le bot fait? Il répond à mon tweet et il me répond à moi en disant « Hé, Tneodim, voici ta photo ». Et donc maintenant, en fait, c'est tout ce que... oui, regardez quoi, 4 heures de live pour... 4 heures 3h55 de live pour en arriver là, finalement. Et on a réussi à faire nos objectifs. C'est-à-dire que maintenant, il y a moyen, avec notre bot Twitter, eh bien, d'interagir physiquement dans mon studio. Et là, les lumières, c'est l'exemple, mais après, ça pourrait être n'importe quoi. Ça peut être le coin pusher, la machine à grappin, le système de tir, ça peut être de la lumière, ça peut être de la musique. Enfin, vous vous doutez bien que ça peut être n'importe quoi. Et après, on est là capable de Twitter interagir dans le monde réel, récupérer une information du monde réel, ESPCam, renvoyer ça vers Twitter. Donc en fait, avec ça, là, on a le proof of concept d'un bot qui est virtuellement capable de faire n'importe quoi. Et bien voilà, c'est parti, le live, le raid va commencer dans 9 secondes. C'est parti. Au revoir, bonne soirée, à bientôt. Merci d'être venu, c'était super sympa. Merci à tous, à très bientôt. J'ai coupé ma caméra, je suis débile. Au revoir, salut, à plus.